je vais vous parler des manières de table, entre autres. À savoir, de quelle façon devrait-on substituer à la main un objet qui s'appelle la fourchette, qui s'appelle la cuillère, qui s'appelle le couteau, etc. Je suis assez sceptique à ce sujet. Je pense qu'écologiquement, on peut se passer de ces outils. Je pense qu'on peut utiliser directement ses mains pour toucher la nourriture, pour la découper, pour la saisir. Alors ça peut choquer certaines personnes, parce qu'on va dire, ah oui, mais vous mangez comme un animal. Et l'animal, effectivement, n'utilise pas de couteau, de fourchette, de cuillère. C'est connu, c'est un fait connu. Mais est-ce une raison pour se priver du contact physique avec ce qu'on mange? Je ne le pense pas. D'autant plus que la main permet déjà de sentir l'objet, de palper l'objet, de tâter l'objet. Et même dans le cas du choix, quand vous choisissez un fruit, eh bien vous le choisissez avec vos mains, vous ne le choisissez pas avec un objet, un outil. Et il faut savoir bien choisir les fruits, sinon on mange des fruits qui n'ont pas de goût, etc. Donc le débat sur les manières de table est posé. On va nous parler d'hygiène, on va nous parler de propreté. Je crois que, en ce qui concerne la propreté, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour nettoyer, un temps pour salir, un temps pour jeter, un temps pour ramasser. C'est comme ça que les cités fonctionnent, d'ailleurs. C'est comme ça que nos poubelles servent. C'est comme ça qu'il y a le ramassage des ordures, etc., etc. C'est comme ça qu'il y a des femmes de ménage. Effectivement, au moment où il n'y a plus de femmes de ménage, les mères, les personnes qui nous reçoivent, sont plus vigilantes. Elles vont dire, ah, ne salissez pas, parce que je n'ai pas envie de nettoyer. J'ai eu l'autre jour, il y a quelque temps, un accrochage avec une dame que je connaissais bien, et qui m'avait dit, ah, écoutez, vous, voilà, vous mangez, vous avez laissé tomber quelque chose par terre, vous ne vous rendez pas compte, après je dois nettoyer, etc. C'est tout le problème. Alors, je crois que le nettoyage est une fonction essentielle. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle les lave-mains, notamment dans les restaurants chinois, les serviettes qui permettent de se laver. Pourquoi laver les mains? Sinon parce qu'elles ont eu à toucher les produits. S'ils n'avaient pas eu à toucher les produits, c'est vrai que par exemple si j'utilise une fourchette et un couteau, je ne me salis pas les mains. Et d'ailleurs les gens ont perdu l'habitude souvent de se laver les mains avant le repas. C'était par exemple chez les juifs une sorte de bénédiction, enfin, une nécessité. Maintenant on ne se nettoie plus les mains, puisqu'on n'est plus censé toucher la nourriture directement, on n'est plus censé mettre la main dans un plat commun. Donc par conséquent, au fond, puisqu'on a pris ces mesures préventives, il n'est pas nécessaire de se nettoyer les mains. Alors, je crois qu'il est au contraire souhaitable qu'avant le repas, tout le monde se nettoie les mains, comme il faut, et inversement, que l'on puisse éventuellement manger dans le même plat et avoir des mains qui soient irréprochables. Cela dit, bien évidemment, avec la nécessité de se nettoyer les mains, de se laver les mains, par exemple entre le salé et le sucré, enfin pour qu'il n'y ait pas de problème de ce type. Il y a donc la notion de nettoyage, elle me paraît essentielle, tout comme la notion de réparation me paraît essentielle aussi. Il faut savoir réparer les choses. On peut évidemment éviter de les casser, mais après tout, ça peut se produire, hein, un accident est vite arrivé, on peut se casser le bras aussi, on peut se casser n'importe quoi, on peut démolir quelque chose, on peut perdre quelque chose. Dans tous les cas de figure, il faut être capable de réparer ou de remplacer ce qui a été, et non pas se dire qu'il faut absolument éviter de perdre quoi que ce soit, ou éviter de casser quoi que ce soit, ce qui est effectivement assez stressant. Non,
il y a matière à réparation. Et bien entendu, cela vaut aussi, vous vous en doutez bien, au niveau intellectuel. Les traditions, on nous dit il ne faut pas, euh, il faut respecter l'écriture, il faut respecter la Bible, chaque mot compte, chaque virgule compte, etc. Oui, c'est entendu, à condition, à condition que la Bible telle qu'elle nous soit parvenue euh, intacte, intègre, ce qui n'est pas du tout certain. Donc, il vaut mieux laver, nettoyer, parce que de toute façon, on n'est jamais sûr que ça a été lavé et nettoyé. Et dans le domaine intellectuel, évidemment, la notion de laver, nettoyer passe par d'autres critères que lorsqu'on nettoie, lorsqu'on lave une assiette. Hein. La vaisselle, la lessive, c'est bien, mais intellectuellement, la science, la recherche, c'est aussi une forme de vaisselle et de lessive à un autre niveau, qu'on pourrait appeler quand même supérieur, et qui demande d'autres qualifications, d'autres perceptions aussi. Parce que, bien sûr que je peux voir s'il y a une tache sur un vêtement. N'importe qui peut le voir. Par contre, voir s'il y a une erreur dans un texte, une erreur d'orthographe, mais aussi éventuellement un mot qui manque, ou un mot en trop, tout ça, ça demande des qualifications d'un autre niveau. Hein. Donc, là encore, de toute façon, quelqu'un va vous dire, j'ai pris toutes les précautions pour être sûr que rien n'a été taché, rien n'a été déformé, rien n'a été corrompu. On peut le croire sur parole, mais qu'est-ce qu'on en sait? Dans le cas du Shabbat, justement. Le respect du Shabbat, c'est très bien. Mais est-ce que il a lieu le jour qu'il faut? Il y a quelques jours encore à la synagogue, quelqu'un s'est interrogé à ce sujet. Il paraît-il, il y a des gens qui pratiquent le Shabbat lunaire. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le Shabbat doit avoir lieu lors de la nouvelle lune, lors de la pleine lune, et puis dans les deux quartiers intermédiaires. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Parce que déjà le jour du mois, le premier jour du mois, le Rosh Chodesh, a lieu, à ma connaissance, au moment de la nouvelle lune. Donc pourquoi ce qui est vrai pour le calendrier, qui commence toujours avec la nouvelle lune, chaque mois, pourquoi ne serait-ce pas vrai aussi pour les jours de la semaine? Alors vous me direz, oui, mais vous comprenez, les jours de la semaine, ça ne coïncide pas exactement avec le mois. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison. À Rome, on avait la pratique de ce qu'on pourrait appeler des jours intercalaires, ce qui d'ailleurs correspond plus ou moins au mois de février. C'est pour ça qu'on met pour les journées bissextiles, on met un jour de plus en février, etc. Euh, les jours intercalaires, c'est les jours qui sont en fin de cycle. Ça donne d'ailleurs aussi les saturnales, quelque part. Les quelques jours qui sont entre la fin cohérente d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Pourquoi ne pas considérer, effectivement, que le Shabbat ait lieu à ces moments-là, et que bon, ben, la semaine doit avoir lieu à ce moment-là aussi, et que s'il y a quelques ajustements à faire entre le cycle de la semaine et le cycle lunaire, eh bien, on fera le nécessaire, on concevra une sorte de période comme ça, un petit peu intercalaire. Bon, c'est pas absolument aberrant. Ce serait moins aberrant que le système actuel qui fait qu'on dit voilà, ce soir-là c'est le vendredi. On ne sait rien si c'est le vendredi depuis des millénaires, on ne sait rien s'il n'y a pas eu des décalages. Est-ce qu'il faut croire réellement que la semaine n'a pas bougé depuis des millénaires? Que le samedi, c'est toujours le samedi depuis des millénaires? C'est très difficile à croire. Même l'autre jour, quelqu'un, à une réunion, parlait de la fête de Noël, en disant que ça se rapprochait du 22 ou je sais pas quoi, le 22 lettres de l'alphabet. On lui a répondu que non, parce que même l'équinoxe, même le solstice d'hiver, n'a pas toujours correspondu au 22 décembre ou 21 décembre. Il y a eu la réforme grégorienne au XVIe siècle, à partir de 1582, les pays de la catholique ont modifié de 10 jours, on est passé
de 10 jours du changement le 10 du mois au changement le 20 du mois. Donc il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Il faut être conscient justement de ce qui s'est passé, des modifications qui sont intervenues, des changements qui sont intervenus, au lieu de bâtir sur des châteaux de cartes. Donc pour conclure cette petite causerie comme cela, je dois reconnaître qu'il est arrivé que des incidents aient lieu parce que des personnes n'appréciaient pas qu'on puisse manger d'une certaine manière, avec les doigts, qu'on puisse se salir les doigts éventuellement, qu'on puisse plonger ses doigts dans un plat. Il y a des choses qui sont perçues comme insupportables. Je pense qu'il faut une certaine tolérance, ou alors il faut qu'on dise, voilà, tiens, on va manger, ce soir on va manger, on va tous manger comme ça. Voilà, ce seraient des soirées organisées sur cette base-là. Et par conséquent, toutes les personnes qui viennent à cette soirée savent comment on va manger. C'est peut-être un autre style de fonctionnement qui pourrait se concevoir. Mais d'un point de vue écologique, le fait de devoir manger en utilisant des outils, je trouve ça quelque chose de rébarbatif, surtout le Shabbat. Surtout le Shabbat. Parce que s'il y avait une chose qu'il faut faire le Shabbat, c'est de ne pas se servir d'outils. Donc de toute façon, le repas du Shabbat devrait être un repas où on n'utilise pas de fourchette, de couteau et de cuillère. Merci de votre attention.